Ce DVD n'est pas un DVD d'instruction. Il a pour but d'informer les gens sur un type de menace particulièrement insidieux, mais qui, malheureusement, est de plus en plus courant dans la rue, les armes cachées. Ces armes représentent un réel danger, que ce soit dans le cadre d'une intervention professionnelle ou d'une banale altercation. Et les exemples qui vont être montrés après doivent donc servir à développer un réflexe de vigilance et de prudence chez toute personne se trouvant en situation conflictuelle. À la fin de ce DVD, vous trouverez quelques techniques illustrant les réponses apportées par les méthodes professionnelles à cette menace. Ainsi, vous verrez des séquences où les interpellateurs vont au contact d'un délinquant armé. Nous insistons sur le fait que, face à une personne armée, la conduite à tenir, qu'on soit professionnel ou non, est d'abord de mettre le plus de distance possible entre l'individu et soi. Cette prise de distance permet d'examiner la situation et ainsi de décider de sa réaction, fuite ou élaboration d'un schéma d'interpellation si on est professionnel et que l'on a un ou des collègues en appui. Quelle que soit la situation, il ne faut jamais perdre de vue que, lors d'une situation conflictuelle, si la négociation ou la fuite ne sont pas possibles et que l'affrontement physique est inévitable, il faut impérativement s'assurer que l'on voit les mains de son agresseur et faire son possible pour vérifier qu'il ne porte pas sur lui d'armes ou d'objets susceptibles de tenir ce rôle. La Fédération des formations de bâtons de défense et self-défense ne pourra être tenue pour responsable de l'utilisation faite des techniques présentées dans ce DVD, ni des conséquences qui pourraient en découler. Thierry Delief est diplômé d'État en arts martiaux et sports de combat. Il est chef de section au groupe d'intervention et de protection des réseaux parisiens et il est reconnu par les professionnels de la sécurité comme étant un expert des problèmes de délinquance en milieu urbain et d'intervention en milieu confiné. En 1997, Thierry a fondé la Formation française de bâtons de défense, FFBD. Cet organisme, connu aujourd'hui sous le nom de Fédération des formations de bâtons de défense, est leader en France dans le domaine de la formation professionnelle en bâtons de défense. La FFBD est à l'origine d'une méthode de défense professionnelle simple, efficace et facilement assimilable. La réputation de qualité des formations FFBD a depuis longtemps dépassé les frontières françaises et Thierry Delief est l'ambassadeur de ce savoir-faire dans le monde entier. Flagrant délit de trafic illicite. C'est contre le mur. Allez, au sol. Danger d'une intervention seule. L'expérience des professionnels de la sécurité a mis en avant le risque de surexposition dans le cas où l'on intervient seul sur un individu suspect. C'est pourquoi, pour pallier à ce problème, il est préférable d'inverser le rapport de force et de se présenter à au moins 2 agents contre un individu seul. Dans cet exemple, le suspect dispose de nombreux points d'appui avec le mur. Il aurait donc été préférable de lui demander de s'allonger face au contre-terre et de mettre les mains dans le dos avant d'aller au contact. Talons aiguilles de chaussures de femme. La chaussure à talons aiguilles est utilisée dans cette scène comme un arme-objet. Elle est très dangereuse car elle permet de viser la tête, les yeux ou la gorge.
qui sont autant de zones vitales chez l'être humain. Sortie de couteau de cheville. Une autre arme difficilement décelable, le couteau de cheville. Le danger réside dans le fait que l'arme est dissimulée par les vêtements du délinquant et qu'elle est très difficile à repérer avant que ce dernier ne s'en saisisse. Coupe tendon d'Achille et pique thorax. C'est bonjour. Oh, monsieur. Vous allez pas bien? Ça va pas? Monsieur. Monsieur. J'arrive. Ah. Ah. Nouvelle illustration du danger que représente le fait d'intervenir seul. Dans cette séquence, l'agent va au contact de l'individu alors qu'il n'en voit pas les mains et qu'il n'a pas de visibilité sur tout un côté de ce dernier. Une fois encore, le délinquant n'a donc plus qu'à attendre que l'agent s'approche pour utiliser son couteau. Sortie de lame stylo. Voici un autre type de lame cachée. Cette fois-ci, la lame est dissimulée dans un stylo. De forme très effilée, elle peut être utilisée pour son tranchant ou en pic à glace. Attaque en pic à la fémorale. Bonjour. Excusez-moi. Vous passez ici. La cuisse. Ah. Ici encore, c'est la veine fémorale qui est visée pour perforation avec la lame du stylo. Attaque en pic à l'œil. Autre zone privilégiée par les délinquants qui utilisent ce type d'arme, les yeux et le cou. Sortie de rouge à lèvres. Ici, un couteau rouge à lèvres, dont la lame est libérée par dévissage. Cette arme, dissimulée dans un objet parfaitement anodin pour une femme, n'est que plus dangereux, car il n'inspire pas la méfiance de prime d'abord. Sortie de lame. Dès que le capuchon a été retiré, la mise en action est très rapide. De petite taille, cette arme se dissimule très facilement dans une main. Attaque en coupe au visage. Bonjour. Vous restez pas ici, s'il vous plaît. Allez, circulez. Note. Les parties du corps les plus souvent visées avec ce type d'arme sont la gorge et le visage, afin de provoquer des gros dégâts ou au moins un état de choc chez la personne blessée.
Sortie de couteau de ceinture arrière. Parmi les armes cachées fréquemment rencontrées par les professionnels, les couteaux de ceinture sont particulièrement redoutables. En effet, le port à la ceinture facilite leur accessibilité par de petits mouvements de main très difficilement perceptibles. Sortie d'armes et les coupes. Cette sorte de couteau de ceinture est excessivement dangereuse, car elle est, de par sa conception, étudiée pour déjouer les menottages. Le passage du bras dans le dos, lors du menottage, facilite la prise en main et la dissimulation de la lame jusqu'à utilisation surprise. Utilisation lors d'un menottage. Monsieur, tournez-vous. Contrôle la voiture. Et vous faites mal, regardez-moi. Donnez-moi votre main. À vitesse réelle, vous pouvez juger de la rapidité de cette technique. Il faut donc une vigilance maximale afin de pouvoir travailler avec le plus de sécurité possible. Application sur menottage complet. Eh monsieur, contrôle la voiture. Mettez-vous contre la voiture. Allez, ne bouge pas. Bougez pas. Bougez pas. Autre application, tout aussi fatale. Cette fois, l'individu, complètement menotté, profite d'un instant d'inattention pour se saisir du couteau de ceinture et viser la veine fémorale de l'agent. Sortie de bague griffe. Voici une arme particulièrement perverse et dangereuse, la bague griffe. Sur le dessus de la main, elle ne laisse entrevoir que l'aspect d'une bague normale. Cependant, à l'intérieur, elle est munie d'une redoutable griffe, aiguisée comme un scalpel. Le danger réside ici dans le fait que, même main ouverte et doigts écartés, on ne peut pas voir la griffe si les mains sont présentées paume cachée. Utilisation de la bague griffe. Monsieur, bonjour. Vous restez pas ici, vous êtes sur une propriété privée. Venez avec moi, vous êtes sur une propriété privée, je vous dis. Sur cette séquence, tout le danger de la bague griffe apparaît. Il est quasiment impossible pour l'agent seul de voir que la main de l'individu cache une arme. Le délinquant n'a alors plus qu'attendre que l'agent vienne le saisir pour le couper au poignet et à la gorge. Carte téléphone avec lame de rasoir. La carte téléphonique contre laquelle est collée une lame de rasoir est une arme particulièrement redoutable dans le cadre d'un contrôle d'identité. En effet,
En faisant semblant d'obéir aux injonctions, le délinquant accède à son arme. Ticket de métro avec lame de rasoir et carte téléphonique avec lame. Autre type d'arme, excessivement dangereuse. La lame de rasoir collée entre deux tickets de métro. Encore une fois, le danger réside dans le fait que le délinquant se saisit de son arme en faisant semblant d'obéir aux agents. Utilisation lors d'un contrôle d'identité. Monsieur, bonjour, vos papiers, s'il vous plaît. Vous avez vos papiers? Tout le danger de ce type d'arme ressort dans cette séquence. L'agent s'approche trop près de l'individu qui contrôle et n'a de fait aucune distance de sécurité lui permettant d'éviter le coup. Utilisation de clés affûtées. Monsieur, on vous a déjà prévenu, ne restez pas là. Ne restez pas là. Ces simples clés, qui sont d'ailleurs généralement biseautées par les délinquants afin de provoquer plus de dégâts, peuvent s'avérer très dangereuses. En effet, une fois encore, l'agent, s'il s'approche trop près de l'individu, se retrouve tout de suite dans une distance qui ne lui permettra ni d'anticiper ni d'éviter le coup que lui porte son agresseur. Porte-clés coup de poing américain. Certaines armes cachées se présentent sous la forme de pendentifs ou d'objets d'ornement, comme ce porte-clés qui se révèle être un coup de poing américain. Encore une fois, l'apparente banalité de l'objet n'attire pas l'attention, le rendant d'autant plus dangereux. Revolver de ceinture. Comme nous l'avons vu précédemment, les armes qui s'intègrent dans l'habillement sont très difficiles à détecter. Or, certaines de ces armes sont des armes à feu, comme ce pistolet de ceinture. Utilisation lors d'une interpellation. Monsieur, bonjour. Bon, vous n'avez rien à faire ici. Cette séquence illustre toute l'importance de toujours visualiser les mains d'un individu, afin d'être éventuellement prêt à réagir en cas de mouvement suspect. Casquette à hameçon. La casquette bordée d'hameçons est une arme très difficilement décellable. Elle s'intègre dans une pièce d'habillement et n'attire de fait aucunement l'attention. Un seul agent a très peu de chances de la détecter, d'autant que les hameçons sont sur la partie arrière de la casquette. Le délinquant pourra alors utiliser sa casquette pour accrocher le cuir chevelu ou le visage de sa victime, lui permettant ensuite de porter des percussions en profitant de l'état de choc causé par la blessure due aux hameçons. Casquette avec lame de rasoir dans la visière. Les casquettes peuvent servir à dissimuler des hameçons, mais certains délinquants les utilisent aussi en cousant des lames de rasoir dans la visière.
Encore une fois, tout le danger de ce type d'arme cachée tient dans le fait qu'elle est dissimulée dans un objet en apparence inoffensif et qu'elle ne suscite donc pas la méfiance. Utilisation lors d'un contrôle d'identité. C'est dangereux. Ouais, restez pas ici. Restez pas ici. Exemple d'utilisation par les délinquants d'une casquette avec lame de rasoir dans la visière. On note que la façon de porter la casquette, visière vers l'arrière, facilite la saisie et l'utilisation de cette dernière. Une fois encore, si l'agent ne respecte pas les distances de sécurité, il réduit ses chances de réaction. L'individu cherchera à frapper l'agent au visage afin de profiter de l'état de choc que cette attaque aura provoqué. Sortie de lame briquet. Les briquets sont des objets qui doivent attirer l'attention. Ils peuvent en effet très facilement dissimuler des lames. Et ils sont en vente libre dans de nombreux pays. Utilisation du briquet couteau. Monsieur, bonjour. Faut pas rester ici, vous êtes en c'est privé. Vous avez quoi dans la main? D'accord, bon, vous y allez, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, je vous. Dans cette séquence, l'individu fait diversion avec sa cigarette avant de planter la lame de son briquet dans la gorge de l'agent. Maintenant que nous avons vu quelques armes cachées et la façon dont les délinquants les utilisent, nous allons aborder quelques solutions professionnelles face à cette menace. Utilisation du briquet couteau. Intervention en binôme. Monsieur, je vais vous demander de circuler au quota qui est une manifestation qu'on a déjà remise. Je vais vous demander Arme! Arme! sécurise. Vous avez un sur le monsieur? Non. Allez, on pose, monsieur. La même situation que précédemment, gérée cette fois par 2 agents. Cette solution offre une meilleure gestion des risques. Le premier agent engage le dialogue, tandis que le second surveille les gestes de l'individu, permettant de donner l'alerte en cas de danger. L'effet de surprise étant amoindri, la maîtrise de l'individu sera facilitée. Le geste étant plus rapide que l'œil, on comprend bien ici tout l'intérêt du binôme qui sera à même de prévenir son collègue du danger. Gros plan et ralenti sur désarmement et projection. Alerté par son collègue, l'agent pourrait éviter la cigarette et le couteau avant de désarmer le délinquant, puis de le projeter et de le contrôler au sol.
Défense sur pic au couteau au ventre. Sortez vos mains. Bouge pas. On remarque que l'agent adapte sa distance afin de ne pas laisser l'individu s'approcher trop près. Il met aussi ses mains en avant dans un geste préventif. Ces deux précautions vont lui permettre de voir venir et de réagir à l'agression. On note aussi que sitôt l'individu désarmé est contrôlé au sol, l'agent regarde où se trouve l'arme et il visualise les alentours à la recherche de complices éventuels. Défense sur pic au couteau au ventre. Ok. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Sortez votre main. Il n'y a pas d'objet dangereux sur vous? C'est rien. J'ai plus rien. Autre défense sur la même attaque. Cette fois-ci, l'agent étant coincé par le muret derrière lui, il doit adapter sa distance de sécurité en effectuant un retrait de bassin. On remarque comme, une fois l'individu amené au sol, l'agent se sert du muret pour entraver les mouvements du délinquant. Défense avec casquette sur pic au ventre au couteau. Sortez votre main. Sortez votre main. L'agent, ne pouvant reculer, du fait de la présence du mur derrière lui, place les mains en avant afin d'empêcher son agresseur d'avancer. On notera que les mains sont déjà en position haute, ce qui va faciliter la saisie de la casquette et la réalisation de la technique. Les percussions avec la casquette ont pour effet de désorienter le délinquant, permettant ainsi à l'agent de pratiquer une technique de désarmement et d'amener au sol. Triangulation. Le premier agent se place devant l'individu en zone orange, en adoptant une attitude de sécurité. Cette attitude permet de protéger la ligne de vie. Attention de ne pas se positionner avec les deux pieds sur une même ligne face à l'individu. Le deuxième agent se positionne sur l'arrière de l'individu, lui aussi en zone orange. Ceci lui permet d'anticiper une éventuelle sortie d'armes et de déstabiliser psychologiquement l'individu. Le troisième agent se positionne en retrait, en zone verte, en couverture du premier dispositif d'interpellation. Il existe 3 zones d'intervention. La zone orange, dite zone de négociation, située entre 0,50 m et 1,50 m.
La zone rouge, dite zone d'interpellation physique, située en deçà de 0,50 m. La zone verte, dite zone publique, située au-delà d'1,50 m de l'individu interpellé. Si la personne interpellée est de forte corpulence, il convient d'adapter les zones d'intervention en fonction de son gabarit. Ainsi, plus la personne sera grande, plus les distances de sécurité seront rallongées. Ces notions tactiques à adopter lors d'une intervention sont les bases des métiers de la sécurité. Voici une autre situation de contrôle de papier géré en trinôme. La triangulation est la répartition des rôles au sein du trinôme avec un négociateur, un interpellateur et le troisième qui gère l'environnement rend l'intervention plus aisée et sécurisée. Intervention sur 2 individus. Ce type de schéma d'intervention permet aussi d'intervenir sur un binôme. Les agents séparent le binôme afin que les 2 individus soient sous contrôle chacun de leur côté. Cet isolement permet de placer les agents dans une position de force psychologique. Interpellation en trinôme d'un individu armé d'un couteau. On note une fois encore le schéma tactique des agents. Triangulation, placement à différentes distances et répartition des rôles au sein du trinôme. L'agent interpellateur utilise sa casquette pour parer le coup et contre-attaquer. Une fois que l'individu est au sol, l'agent le menotte et procède à une palpation de sécurité, tandis qu'un autre agent récupère l'arme du délinquant et que le troisième sécurise le dispositif d'intervention. Gros plan sur le coup de casquette et la projection. Intervention en binôme sur une personne troublant l'ordre public. Les agents assurent leur triangulation en arrivant chacun sur un côté de l'individu. Cette approche leur permet de voir les 2 mains de ce dernier, et ainsi de prévenir tout danger lié à l'utilisation éventuelle d'une arme cachée. Les agents évacuent le danger représenté par la bouteille de bière, puis, comme l'individu ne coopère pas, un des agents utilise une contrainte articulaire
au niveau du coude afin de le relever, puis de l'évacuer, sous le regard du second agent qui sécurise l'opération. Gros plan sur la contrainte articulaire qui permet de relever l'individu. Interpellation d'un ivrogne agressif. Sortez votre main, sortez votre main. Ça va? Ça va. On appelle le. Monsieur de la Gazette, vous êtes faire. Vous n'avez pas d'armes sur vous, monsieur? Vous n'avez pas d'armes sur vous, monsieur? Ça va bien? Ok, c'est bon. Même type d'intervention, cette fois sur un individu agressif. Son attention étant complètement absorbée par l'agent sur lequel il tente de jeter la bouteille, le second agent va au contact pour neutraliser les mains de l'individu. Il le retourne ensuite par une contrainte articulaire au niveau du coude. On note ici toute l'importance de la communication au sein du binôme. Même pendant l'intervention, les agents se parlent, afin que chacun sache à tout moment ce qu'il doit faire et où se placer, ou si son collègue a besoin d'aide. Gros plan sur le retournement et la neutralisation. On voit ici que l'agent commence par neutraliser les deux mains de l'individu avant d'engager sa technique de retournement. Même intervention, conclue par un menottage, une palpation et une évacuation. Lâchez votre canette, lâchez votre canette. Allez, remerciez-vous. Pose les bras. Bougez pas. Utilisation du tonfa sur le même type de situation. On remarque ici encore la triangulation opérée par les agents. L'individu ne voulant pas lâcher sa bouteille, ces derniers sortent leur tonfa afin de se protéger et d'inciter l'ivrogne à coopérer. Une fois que celui-ci a lâché sa bouteille, un des agents la récupère afin de sécuriser l'intervention. L'individu faisant de la résistance passive, en s'allongeant et en croisant ses bras, l'agent interpellateur décide, n'ayant pas de visibilité sur une éventuelle arme cachée, d'utiliser son tonfa d'abord pour lui contrôler les mains, puis pour le retourner. On retrouve ensuite le menottage, la palpation et l'évacuation, sous le regard vigilant du second agent.
Gros plan sur le retournement au tonfa. On voit bien ici que l'agent commence par contrôler les mains de l'individu afin d'éviter tout coup ou toute sortie d'arme cachée. Vient ensuite le retournement par enroulement de bras avec le tonfa. Même technique au bâton télescopique. Lâchez votre couteau. Lâchez votre couteau. Ramassez le couteau. Même mode opératoire et même technique, réalisée cette fois-ci au bâton télescopique. Même intervention avec menottage, palpation et évacuation. Monsieur, il est interdit de consommer de l'alcool dans un parc. Attention, arme. Lâchez votre couteau. D'accord. Ne bougez pas. Et non, bouge pas. Vous n'avez pas d'armes sur vous? Non, Il n'y a plus d'armes, vous êtes sûr? non. Même technique, suivie cette fois d'un menottage, d'une palpation de sécurité et d'une évacuation. On note ici encore toute l'importance de la communication entre les agents. En effet, le premier agent, ayant aperçu le couteau, prévient son collègue, lui permettant ainsi de se préparer à une éventuelle agression. Les agents commencent d'abord par prendre de la distance vis-à-vis de l'individu, jusqu'à ce que ce dernier soit désarmé d'un coup de bâton. Ensuite, seulement, l'un des agents va neutraliser l'individu pendant que son collègue récupère l'arme et sécurise l'intervention.
Même technique exécutée avec une lampe. Vous pouvez pas rester ici, on va fermer le parc. Oh là, attention, couteau, lâchez votre couteau. Lâchez votre couteau. Allez, récupère la lame. Bouge pas, sortez votre main. Appelle PS. Appelle PS. Et rien dangereux sur vous, monsieur? Tiens. Voilà. Ramenez votre jambe, ramenez votre jambe. Ce type d'intervention reste valable quel que soit l'objet que les agents ont en main. Dans cette séquence, l'agent utilise sa lampe pour désarmer, neutraliser et retourner l'individu. On comprend donc que ce sont les fondamentaux de l'intervention, attitude, distance de sécurité, placement et communication, qui sont importants, et pas les moyens qu'utilisent les interpellateurs. Approche des palpations de sécurité, conseils et démonstrations. Avertissement sur les palpations de sécurité. La palpation de sécurité, bien que n'étant pas réservée aux professionnels de la sécurité, est un geste qui nécessite un savoir-faire certain et qui ne doit s'opérer que dans le cadre strict de la loi, c'est-à-dire la recherche d'une arme ou d'un objet dangereux suite à l'interpellation d'un criminel. Nous allons maintenant vous proposer une approche des techniques de palpation de sécurité. Cette dernière n'a pas la prétention d'être unique ou exhaustive, mais elle a le mérite d'attirer l'attention sur les zones dangereuses où un individu mal intentionné pourrait dissimuler des armes et de permettre de contrôler ces zones efficacement. Il est primordial de noter que la séquence qui suit est à vocation pédagogique. Son but est de montrer où sont dissimulées les armes, mais il ne s'agit pas d'une palpation opérationnelle. L'individu de la séquence est coopératif et son rôle n'est que de porter les armes qui seront découvertes à la palpation. Nous recommandons de plaquer l'individu contre le mur. Cela permet d'éviter qu'il utilise l'espace entre lui et le mur pour se saisir d'une arme à sa ceinture ou pour poser un genou au sol afin de faire une technique anti-menottage. Ne jamais effectuer une palpation seule. Il faut toujours avoir avec soi une personne en soutien. Cette dernière pourra ainsi gérer les alentours, afin d'éviter toute intervention extérieure et prévenir toute action belliqueuse de la part du délinquant. La première chose à contrôler sont les mains. Il est important de ne pas se contenter de contrôler le dessus des mains. Il faut absolument voir les paumes, qui peuvent dissimuler des armes, comme une lame de rasoir tenue entre les doigts, ou cette bague griffe par exemple. Le rôle de la personne en soutien est aussi de sécuriser toutes les armes qui seront trouvées lors de la palpation. Il faut aussi prêter une attention particulière à tout type de couvre-chef. Ces derniers peuvent en effet aisément dissimuler des armes
dont la visière peut être ourlée d'une lame de rasoir, l'arrière recouvert d'hameçons, voire l'intérieur coquet. Pensez à contrôler la chevelure. Un délinquant peut y cacher des armes piquantes. C'est aussi là que certains toxicomanes cachent leurs seringues. En conséquence, il convient d'être très prudent lors du contrôle de cette zone et d'effectuer la palpation dans le sens des cheveux. Il faut aussi être vigilant autour du cou. Les cols et capuches sont des endroits où une petite arme peut facilement se dissimuler. Le cou abrite aussi souvent des pendentifs, qui peuvent se révéler être des armes. Ils peuvent en effet dissimuler des couteaux ou être directement des push daggers, comme on le voit sur ces images. Sous les aisselles et sur les flancs, on peut aisément mettre des holsters. Ces derniers peuvent contenir des armes à feu, mais aussi des armes blanches, comme les couteaux de cet exemple, qui peuvent s'utiliser soit comme couteau de lancer ou garde dans la main. Arrêtons-nous maintenant à la ceinture. C'est l'endroit privilégié pour glisser une arme, car il est directement accessible. C'est notamment là que l'on découvre le plus souvent les armes à feu, ainsi que bon nombre d'armes blanches. Il faut surveiller les objets d'ornement, car ils peuvent dissimuler des armes, comme ce push dagger. Les mousquetons sont aussi à contrôler, car ils peuvent être utilisés en poing américain. Les poches sont aussi un endroit à contrôler, avec beaucoup de vigilance. Il peut être utile de palper la poche de l'extérieur afin de contrôler qu'elle ne contient rien de piquant, avant de mettre la main dedans pour en vérifier le contenu. Les poches peuvent contenir pratiquement tout type d'armes. Elles sont faciles d'accès et elles doivent de fait particulièrement retenir l'attention. Afin d'offrir une meilleure visualisation, nous retournons l'individu. Il est bien évident qu'il s'agit ici d'une manœuvre pédagogique qui ne doit pas être faite sur le terrain. Les avant-bras et les manches peuvent aussi abriter de nombreuses armes de toutes sortes. On peut facilement y cacher une petite arme à feu ou bien des pics, comme ceux présentés dans l'exemple. Il faut aussi penser à bien contrôler l'arrière de la ceinture, car comme nous l'avons vu dans les exemples en début du DVD, certaines abritent au sein même de leur cuir de redoutables petits crocs. Certains petits couteaux peuvent aussi venir s'adapter sur la ceinture, comme ceux des push daggers par exemple. La palpation se poursuit le long des jambes, jusqu'à arriver à une autre zone à contrôler avec attention, les chevilles. Nous avons vu dans les séquences en début du DVD qu'il était très facile d'y cacher un couteau, une arme à feu. Voici maintenant un exemple de palpation rapide. Le but de cette palpation est de s'assurer que l'individu ne porte pas d'armes directement accessibles. Cela ne signifie pas qu'il ne cache pas des armes dans des endroits plus difficiles d'accès, mais cela l'obligera alors à faire des mouvements clairement visibles s'il veut s'en saisir. La palpation de sécurité commence du haut pour se poursuivre vers le bas, d'un côté après l'autre. En cas de découverte d'armes, la palpation doit être reprise du début. Si lors de la palpation, un doute apparaît sur le contrôle d'une zone, ne jamais hésiter à repalper cette zone. La palpation doit se faire autant que possible de façon tactile, en venant à poser la main plutôt qu'en la faisant glisser. Ceci afin d'éviter de se piquer sur un objet qui n'aurait pas été vu, comme une seringue par exemple. Si on n'est pas sûr d'avoir fouillé une zone, ne pas hésiter à repasser par la zone pour revoir. Ok.
Comme vous l'aurez compris, en regardant ce DVD, les armes cachées sont une menace bien réelle, et il n'existe pas de recette miracle permettant de s'en prémunir. En revanche, la FFBD Self-Défense a souhaité vous informer sur ce danger et mettre, au travers de quelques solutions, le savoir-faire professionnel au service du grand public. Ainsi, vous aurez retiré quelques grands principes, tels que la prise de distance vis-à-vis de l'individu armé, l'intérêt d'intervenir à plusieurs sur une personne armée, ou encore l'importance d'élargir au maximum son champ de vision, afin de détecter toute possibilité de fuite, un complice éventuel, mais surtout afin de voir les mains de l'agresseur. Cette mise en garde et ces conseils, garants de votre sécurité, ont pour vocation de vous aider à identifier la menace et à adapter votre réaction.